moment, je crois que nous en sommes à devoir parler quotidiennement de bombes atomiques. Mais en fait, que signifie pour un pays posséder la bombe atomique, ou dit autrement, en quoi consiste l'expression programme atomique que nous entendons souvent dans les différents journaux télévisés? Une bombe nucléaire, clairement, ne s'achète pas au supermarché et ne s'achète même pas directement auprès d'un fabricant, comme c'est le cas pour de nombreuses armes. Arriver à la posséder est le résultat d'un programme nucléaire militaire constitué de décisions politiques prises au plus haut niveau de l'État et d'un développement scientifique et technologique important. Essayons d'approfondir davantage ensemble. Le cœur d'une bombe atomique est la fission nucléaire, un processus physique dans lequel le noyau d'un atome lourd, comme l'uranium-235 ou le plutonium-239, se divise en noyaux plus légers, libérant une énorme quantité d'énergie. La difficulté fondamentale provient du fait que ces isotopes fissiles sont extrêmement rares dans la nature. L'uranium naturel, en effet, est composé à 99,3% d'uranium-238 qui n'est pas fissile et seulement à 0,7% d'uranium-235. Cela signifie que pour construire une bombe, un processus d'enrichissement de l'uranium est nécessaire pour séparer l'uranium-235 et l'uranium-238 et augmenter le pourcentage en uranium-235. Cet enrichissement peut être obtenu avec des techniques complexes. Essayons d'en décrire une ensemble. Le processus commence par la conversion du concentré d'uranium en hexafluor d'uranium, un gaz qui est ensuite injecté dans des centrifugeuses. À partir de là, les atomes les plus lourds, ceux d'uranium-238, sont poussés vers le bord des cylindres rotatifs, tandis que les plus légers, ceux d'uranium-235, se rassemblent au centre. Une fois séparés, le gaz ayant la plus haute concentration en uranium-235 est extrait. La procédure est répétée jusqu'à obtenir la pureté souhaitée, et c'est à ce stade que le gaz est transformé en dioxyde d'uranium, une poudre noire qui est utilisée comme combustible. Lorsque l'uranium atteint une concentration en uranium-235 supérieure à 20%, il est défini comme uranium hautement enrichi ou HEU de l'anglais Highly Enriched Uranium. Au contraire, si la teneur en uranium-235 est inférieure à 20%, on parle de Low Enriched Uranium, c'est-à-dire d'uranium faiblement enrichi. La plupart des réacteurs civils, comme par exemple ceux utilisés pour la production d'énergie, utilisent ce dernier type d'uranium avec une concentration inférieure à 5%. Pour la production d'armes nucléaires, en revanche, un uranium-235 avec une pureté très élevée de l'ordre de 90% est requis. Et un enrichissement jusqu'à ce pourcentage est extrêmement difficile d'un point de vue technique et demande des coûts astronomiques. Si vous avez vu Retour vers le futur, vous savez toutefois qu'en alternative à l'uranium, le plutonium peut être utilisé, et plus précisément le plutonium-239 qui est en effet aujourd'hui l'élément le plus utilisé dans les bombes nucléaires à fission. Le plutonium-239 n'existe pas dans la nature en quantité significative mais peut être produit dans des réacteurs nucléaires alimentés par de l'uranium naturel ou légèrement enrichi. L'idée est que l'uranium-238 absorbe des neutrons et se transforme en plutonium-239 dans une réaction nucléaire appelée fertilisation. Mais même en ayant obtenu le matériau fissile, nous sommes encore très loin de la véritable bombe qui doit être développée, construite et assemblée. La partie critique devient alors l'amorçage de la réaction en chaîne. La bombe atomique à fission la plus simple utilise un schéma appelé gun type ou amorçage par canon, comme c'est le cas dans la bombe Little Boy larguée sur Hiroshima, où deux masses sous-critiques d'uranium-235 sont projetées l'une contre l'autre par une explosion conventionnelle, dépassant la masse critique et déclenchant la réaction en chaîne. Ce design est en revanche inefficace pour le plutonium qui aurait tendance à prédétoner. Avec le plutonium, on utilise le schéma Implosion Type ou amorçage par implosion comme dans la bombe Fat Man larguée sur Nagasaki. Une sphère de plutonium-239 est entourée d'explosifs conventionnels. Lorsqu'ils sont détonés, ces explosifs créent une onde de choc sphérique qui comprime rapidement le cœur fissile, augmentant sa densité jusqu'à atteindre une masse critique et surcritique. Mais une fois la réaction bien contrôlée, il reste une dernière question importante. Comment transporter la bombe jusqu'à la cible? Les moyens sont divers. Missiles balistiques à courte, moyenne ou longue portée, avions larguant l'engin, missiles lancés depuis des sous-marins. Chaque mode de lancement doit toutefois être développé, ce qui demande de l'argent et du temps. Mais alors, combien de temps? Eh bien, cela dépend et varie fortement. Des pays comme le Pakistan et la Corée du Nord, une fois l'uranium et le plutonium enrichis obtenus, ont mis quelques années à développer la technologie et mettre au point la bombe. Et venons-en donc à l'Iran, qui est la raison pour laquelle le monde entier parle à nouveau de bombe atomique. Au moins jusqu'aux attaques d'Israël, Téhéran avait enrichi au moins 400 kg d'uranium jusqu'à 60% de pureté, une quantité telle qu'elle permettrait de réaliser 9 armes nucléaires en environ 3 semaines avec un enrichissement de 90%. Mais au-delà de l'enrichissement de l'uranium, il faut produire tout le reste de la bombe. Les estimations varient généralement de quelques mois à environ 1 an, mais lorsqu'on parle de l'Iran, il est très difficile de les établir.
Des installations d'enrichissement de l'Iran, on sait très peu de choses. De l'installation de Fordo, par exemple, on ne dispose que d'images satellites qui montrent des tunnels creusés dans les montagnes et une grande structure de soutien. On estime que les salles principales de l'installation, qui pourraient accueillir jusqu'à 3000 centrifugeuses, se trouvent à 80 à 90 mètres de profondeur, à l'abri de toute bombe aérienne disponible pour Israël, rendant la destruction de la structure depuis les airs quasiment impossible. Israël a ciblé l'installation ces derniers jours, mais toujours selon l'Agence internationale de l'énergie atomique jusqu'à présent, il n'a pas voulu ou n'a pas été capable de l'endommager. De son côté, Téhéran a toujours soutenu que les objectifs de son programme nucléaire étaient pacifiques, mais vu la configuration de l'installation de Fordo, il est difficile de le croire. Quel serait le but d'enrichir l'uranium à 60% si, comme nous l'avons dit en début de la vidéo, la majorité des réacteurs civils utilisent un uranium enrichi à seulement 5%. Le cas iranien nous rappelle à quel point le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, reste un domaine éminemment stratégique, complexe et étroitement surveillé. Développer une arme atomique ne dépend pas uniquement de la possession d'uranium ou de plutonium, mais repose sur un enchaînement de compétences scientifiques, industrielles et logistiques particulièrement exigeantes. La maîtrise du nucléaire nous place face à une immense responsabilité collective. À nous, en tant que citoyens, ingénieurs ou scientifiques, de ne jamais cesser de nous interroger sur la finalité de nos avancées technologiques. Et je vous dirais qu'après tout, ça aussi, c'est de l'ingénierie.